Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. La 32e session du Conseil de la Ligue arabe s'est tenue le 19 mai 2023 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Les deux événements phares de cette session ont été la visite surprise du président ukrainien Vladimir Zelensky et la présence de Bachar el-Assad suite au retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Ce 32e sommet a pris fin sur une déclaration finale, celle de Jeddah. Outre l'évocation de la participation syrienne et ukrainienne, ce document, énoncé en 12 points, s'appesantit sur la centralité de la cause palestinienne pour tous les pays arabes et souligne l'importance d'une solution à deux États. Pour ce qui est du Soudan, le sommet préconise la nécessité d'une trêve entre les deux belligérants et lance un appel au dialogue afin d'amoindrir les souffrances du peuple soudanais. Le sommet a également traité de la guerre au Yémen et s'est engagé à parvenir à une solution politique globale à la crise dans ce pays. Autre question également traitée à Jeddah, le rejet de la formation de groupes armés et de milices en dehors des institutions étatiques, la condamnation des conflits militaires internes et la lutte contre le crime et la corruption. Aujourd'hui donc, pour parler de ce sommet, nous recevons un expert américain des relations internationales et du Moyen-Orient. Nous examinerons l'importance de cette déclaration finale, la réaction des États-Unis quant à la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe et l'importance du rôle de cette organisation au Moyen-Orient du point de vue de l'administration américaine. J'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Panikoff. Il est directeur des programmes du Moyen-Orient au sein du think tank américain Atlantic Council à Washington. Ancien officier du renseignement américain, M. Panikoff a occupé le poste de directeur adjoint de la CIA pour la branche Moyen-Orient de 2015 à 2020. Il a également été directeur exécutif adjoint du renseignement national, ce qui lui a permis de superviser le briefing d'information quotidien fourni au président des États-Unis. Avant d'occuper ce poste, M. Panikoff était responsable de la branche contre-terrorisme au Moyen-Orient au sein de l'agence du département de la Défense, la DIA, qui est en charge du renseignement militaire. Nous avons donc beaucoup de chance d'avoir parmi nous aujourd'hui une telle personnalité qui a une connaissance approfondie des questions du Moyen-Orient. Mais commençons notre discussion avec notre chroniqueur George Landris. George, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, l'événement phare de ce sommet de Jeddah est le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Le Washington Post a cité un expert siégeant avec Jonathan Panikoff au sein de l'Atlantic Council qui a déclaré « Les États-Unis ne veulent pas soutenir la normalisation des pays arabes avec la Syrie, mais en même temps, ils ne feront rien pour freiner une telle normalisation. » Fin de citation. Alors, que pensez-vous de cette stratégie politique, le fait de ne pas accepter la normalisation, mais de ne rien faire pour la freiner? Cela vous étonne-t-il? En effet, mais la situation est si compliquée. Pour être honnête, je comprends pourquoi el-Assad est devenu un paria sur la scène internationale. Certes, à cause du massacre de centaines de milliers de Syriens et des campagnes de déplacement forcés. Par conséquent, il est tout à fait normal d'acquérir ce caractère d'isolement. Mais un tel scénario l'a mis dans les bras de la Russie et de la Chine. Stability or anything that anybody would like in the Middle East. Right. So I think it's a complex situation. It reminds me a little bit maybe of C'est une situation enchevêtrée qui rappelle l'alliance entre Franklin Roosevelt et l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense pas que Roosevelt aimait Staline, mais c'était une relation basée sur des intérêts. So I think this may be similar to that. Les Arabes se conduisent avec la Syrie comme Roosevelt avec l'Union soviétique. C'est une relation d'intérêt plus qu'un mariage d'amour. Exactement, et je pense qu'il faut le reconnaître. Nous devons respecter nos amis du Moyen-Orient qui ont cherché des moyens de sortir de cette situation délicate.
Jonathan, je veux vous lire ce que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a dit lors de la déclaration finale. Je le cite. « Il est temps de tourner la page, de soutenir la stabilité de la Syrie afin qu'elle reprenne son rôle naturel dans le giron arabe. » Fin de citation. Alors j'ai deux questions à vous poser. Qu'entend-il par le rôle naturel de la Syrie et peut-on si facilement tourner la page? Georges n'a pas caché ses doutes. Qu'en pensez-vous personnellement? Premièrement, je vous remercie tout d'abord de m'avoir reçu. Je pense que tous les points que vous avez soulevés sont importants. La réalité, c'est que le régime de Bachar al-Assad a commis des massacres contre son peuple qui ne peuvent pas être oubliés. En fait, lorsque nous parlons de stabilité, les différents régimes politiques au Moyen-Orient souhaitent voir cette stabilité plus que toute autre chose. D'ailleurs, l'Arabie saoudite a tenté à maintes reprises de freiner le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, mais aujourd'hui, par désir de parvenir à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient, le 32e sommet arabe qui s'est tenu vendredi 19 mai en Arabie saoudite a entériné officiellement le retour de la Syrie de Bachar al-Assad dans la Ligue arabe. Cette dernière, qui est confrontée à un certain nombre de défis, notamment les sanctions imposées par les États-Unis, y compris la loi César et d'autres mécanismes qui constituent des défis qui font que le retour de la Syrie jouera certainement un rôle limité. La scène ne sera pas du tout comme une baguette magique qui bouge grand format, surtout quand on parle du montant d'aide financière dont la Syrie a besoin, et personne ne pourra les fournir, surtout avec les sanctions imposées. Allons plus loin puisque vous en parlez. Le Congrès des États-Unis a approuvé 2 projets de loi pour isoler le régime Assad. Vous avez fait référence à la loi César qui impose des sanctions au régime syrien et aux entreprises qui traitent avec lui. Et en mai dernier, le Comité des affaires étrangères du Sénat a approuvé à l'unanimité une nouvelle loi qui empêche la normalisation avec la Syrie d'Al-Assad et qui doit étendre le César Act jusqu'en 2032. Alors, 2 questions. Les États-Unis veulent-ils vraiment durcir la mise en œuvre de la loi César? Et seconde question, cela ne risque-t-il pas de nous mettre en porte-à-faux avec l'Arabie saoudite, les Émirats et d'autres États qui pourraient soutenir financièrement le régime d'Assad? Je pense que les États-Unis ont appliqué la loi de César dans une certaine mesure, mais pas entièrement. Les États-Unis se trouvent dans une situation difficile en raison de la multiplicité des sanctions américaines actuellement imposées à la Russie à cause de la guerre en Ukraine et avant cela à la Syrie et à l'Iran. I think what the new act does is, as you said, closes some of the loopholes. And I think that will help. Les États-Unis essayent de mettre en œuvre toutes ces sanctions, ce qui constitue un défi. Je pense que la nouvelle loi que le Congrès adoptera aidera à clarifier si les dons caritatifs à la Syrie sont détournés vers le régime au lieu d'être affectés aux aides humanitaires. Closing those things is a good thing. I think ultimately, look, you probably won't see a real collision course because there's not a lot that Saudi Arabia. Je pense également que les États-Unis ne se retrouveront pas sur une trajectoire de collision avec l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis qui veulent investir en Syrie et la réintégrer au sein de la Ligue arabe. Si l'accent est mis actuellement sur l'Iran et la menace qu'il représente, alors les responsables saoudiens estiment qu'il faut faire preuve de réalisme. L'Arabie saoudite a cherché pendant 11 ans d'isoler le régime de Bachar al-Assad, mais ce dernier n'a pas disparu de la scène internationale et la seule chance de l'éloigner de l'Iran est de le faire entrer dans des partenariats avec d'autres alliés. Je ne pense pas que nous en soyons encore là, car cela nécessiterait de financements colossaux, mais en fin de compte, c'est un défi auquel les États-Unis doivent faire face. Donc, en se rapprochant de la Syrie,
Le but inavoué de pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ne serait-il pas de créer un fossé entre la Syrie et l'Iran? Alors en quoi cela est-il lié à la normalisation des relations saoudo-iraniennes? Et si vous étiez Bachar al-Assad, n'hésiteriez-vous pas à tourner le dos à l'Iran, à moins que de recevoir une plus grande contrepartie, ce que la loi César empêche aujourd'hui? Pouvez-vous nous éclairer sur cette contradiction? Je pense que c'est tout à fait exact. Concernant le deuxième point que vous avez soulevé, les Saoudiens se rendent compte que cela n'arrivera pas. La question la plus importante, que ce soit pour l'Arabie saoudite ou les Émirats, est la question de la stabilité régionale. Je suis de ceux qui croient que la politique étrangère de l'Arabie saoudite est une politique motivée par la politique intérieure et les intérêts internes. De nos jours, le défi majeur de l'Arabie saoudite est de diversifier l'économie saoudienne et de remplacer les outils économiques qui ont été utilisés pendant de nombreuses années pour faire de l'économie saoudienne une économie plus moderne. L'Arabie saoudite a réalisé que ce qui l'empêche d'y parvenir à long terme, que ce soit par le biais du tourisme ou de la diversification des industries, c'est l'instabilité et la poursuite de l'hostilité avec l'Iran et les Houthis. De ce fait, les Saoudiens sont arrivés à la conviction de la nécessité de résoudre les problèmes de la région au plus vite dans l'intérêt de la politique intérieure saoudienne. Bien, nous allons maintenant faire une courte pause. En fait, Jonathan Panikoff est revenu il y a quelques jours d'Arabie saoudite et en seconde partie, nous examinerons de plus près les nouvelles orientations saoudiennes et la manière dont cela affectera non seulement la Ligue arabe, mais l'ensemble du monde arabe. Restez avec nous. Alors nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur la déclaration de Jeddah qui a sanctionné les travaux du 32e sommet arabe. Notre invité aujourd'hui est Jonathan Panikoff. Il vient de rentrer d'Arabie saoudite où il s'est entretenu avec des responsables saoudiens sur ce sommet et sur d'autres questions régionales. Jonathan, en plus de la Syrie, la déclaration finale du sommet a abordé les questions du Yémen, de la Palestine, du Soudan et du Liban. D'autres sujets ont également été traités, comme le rejet de la formation de groupes armés et de milices en dehors des institutions étatiques et la condamnation de conflits militaires internes. Personnellement, j'ai lu cette déclaration et je me suis dit que cela n'avait aucun sens, car au sein de cette organisation, il y a des pays qui soutiennent et entraînent les forces paramilitaires contre le général al-Burhan et qui tuent des centaines de milliers de Soudanais. De même, en Libye, certains soutiennent les forces de Khalifa al-Haftar, sachant qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement légitime, mais plutôt d'un mouvement armé illégal. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment nous pouvons prendre cette déclaration au sérieux, puisque les actions sur le terrain la contredisent? Je crois que bon nombre des déclarations de la Ligue arabe sont symboliques car il n'existe aucun mécanisme pour les mettre en œuvre ou forcer une partie à les mettre en œuvre. Ces déclarations représentent la position générale que les pays arabes influents veulent que les petits pays adoptent. Je pense que dans le cas du Soudan, comme vous l'avez dit, des États membres de la Ligue arabe ont soutenu et fourni au fil des ans des armes aux deux parties du conflit. Par conséquent, il serait maintenant évidemment difficile pour eux de nier cela, même si ces pays souhaitaient désigner un vainqueur dans le conflit.
Dans le même temps, la déclaration de la Ligue des États arabes est un signe dont il ne faut pas interpréter le contenu, mais il serait préférable de la considérer comme une référence à ce que veulent le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Un fait hautement symbolique, Georges. Je voudrais vous parler d'un article du quotidien israélien Haaretz qui indique que le roi Mohammed VI n'a pas participé à un sommet arabe depuis 2005, soit il y a 18 ans. Has not attended the Arab League Summit since 2005. So what does that make it? 8 years, right? And according to the article, His Majesty the King once explained this absence by remarking that the summits are nothing but a stage for empty rhetoric and nothing practical ever comes out of them. Qu'en pensez-vous? Does that... Well, that's an interesting observation. I think that he may well be right. If you look at the king's track Je pense qu'il record s'agit d'une on réflexion world stage, importante. he's definitely Si vous revenez aux réalisations du roi Mohammed VI sur le plan international, vous trouverez certainement en lui un homme d'État sage, et je me trouve obligé d'être d'accord avec lui, comme la réalité des choses confirme sa vision. Mais je ne veux pas être dur avec la Ligue des États arabes, car nous, en tant que superpuissance, nous ne devons pas sous-estimer ce que nos alliés accomplissent. Ils travaillent pour résoudre les problèmes et le Maroc fait, après tout, partie de cette famille arabe. Les critiques peuvent être acceptables d'un membre de la famille, mais elles seront certainement rejetées si elles viennent d'un étranger. C'est un point intéressant, Jonathan. Et il y a d'autres absences de chefs d'État, pas seulement celle du roi Mohammed VI. Il y a eu aussi le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamed. Ce dernier a quitté le sommet vendredi après-midi afin d'éviter d'assister au discours de Bachar al-Assad. Alors que peut-on en conclure sur l'unité des pays arabes? Est-ce que ces faits ont une réelle signification? Je pense que c'était une question importante, puisque le Qatar a annoncé pendant des années qu'il ne normaliserait pas ses relations avec le régime de Bachar al-Assad et le Koweït avec une position similaire. Par conséquent, la décision de l'émir du Qatar de quitter le sommet si tôt signifie un certain mécontentement du Qatar, mais il faut savoir qu'il y a des limites à l'influence du Qatar, qui compte uniquement 300 000 citoyens. Et nous avons vu comment cela n'a pas empêché le retour du régime Assad au sein de la Ligue arabe. Je pense que les Émirats arabes unis, sous la direction de Ben Zayed, et l'Arabie saoudite, sous la direction de Mohammed Ben Salman, deviendront deux puissances plus importantes dans le monde arabe à long terme. Je pense également que l'histoire qui n'a pas été soulevée dans la région aujourd'hui est ce que je m'attends à une certaine rivalité croissante entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans les années à venir en raison de leur poursuite d'un objectif qui est pour chacun d'eux de devenir le centre économique de la région, surtout avec ce que Dubaï a pu réaliser et aujourd'hui, Riyad essaye de rattraper son retard. Je m'attends à ce que la rivalité s'intensifie dans les années à venir. Et la question est de savoir si cette rivalité se limitera aux aspects économiques et commerciaux ou si elle s'étendra aux questions politiques et sécuritaires également. Un point très important, nous en avons parlé dans la première partie de l'émission et j'aimerais y revenir. Cette approche entre la situation intérieure de l'Arabie saoudite et sa politique étrangère. Au cours des derniers mois, l'Arabie saoudite a rétabli ses relations avec l'Iran et la Syrie en décidant également de sortir de la guerre au Yémen. D'ailleurs, il y a des analystes, dont vous, qui disent que l'agenda interne saoudien exige une certaine désescalade dans la région afin de consacrer toute son attention et ses capacités aux priorités internes du royaume. Alors j'ai deux questions pour vous. Êtes-vous d'accord avec une telle analyse? Dans quelle mesure, c'est ma seconde question, cela est-il considéré comme réaliste? Croyez-vous vraiment que nous verrons l'Iran s'abstenir de poursuivre ses actions au Yémen, en Irak et au Liban?
Pensez-vous également que la diplomatie saoudienne obtiendra l'immunité et le retour au calme au Yémen, ce qui lui permettrait de poursuivre le projet NEOM et tous ces autres grands projets aujourd'hui sur la table? Et que dire des autres foyers de tension, comme ce risque de confrontation entre l'Égypte et l'Éthiopie à cause du grand barrage de la Renaissance, ou encore entre le Hezbollah et Israël? Autrement dit, ceux qui essaient de promouvoir la stabilité au Moyen-Orient disposent-ils vraiment de suffisamment de données sur le long terme? Over a long period of time. Look, I think that's absolutely right. I do agree contextually with how you framed it of what Saudi Arabia is trying to do. C'est tout à fait exact et je suis d'accord avec l'interprétation de ce que l'Arabie saoudite essaie de faire. Mais il y a ce qu'on peut appeler les avantages résultant d'un court laps de temps. Je ne vois pas que l'Arabie saoudite sera en mesure d'établir de relations chaleureuses avec l'Iran, car je vois cela seulement comme une paix froide. It's about trying to calm tensions at the moment. I think at the same time, look, trying to predict. En fait, j'ai parlé avec des Saoudiens la semaine dernière et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une tentative de calmer les tensions maintenant. Mais il n'est pas possible de prédire ce qui se passera au Moyen-Orient car cela constitue l'un des défis auxquels l'administration américaine est actuellement confrontée. Le fait de contenir les crises, ce qui est une stratégie raisonnable tant qu'elle fonctionne. Mais si les événements explosent au Moyen-Orient, les États-Unis ne pourront pas ignorer cette région. Pour les Saoudiens, il y a un objectif et un défi en même temps, qui est de savoir comment fournir suffisamment de stabilité à long terme pour que l'Arabie saoudite puisse élargir la portée de l'économie, car la vision 2030 vise à ce que le tourisme constitue 10% du produit national brut. Cependant, aucun domaine ne peut être soumis à des fluctuations telles que le tourisme. Alors, les Houthis pourront-ils participer à un gouvernement au Yémen? Si cela verra le jour, cela peut apporter le calme et la stabilité. Et si cela ne se produit pas, on ne peut pas compter sur le tourisme. Par conséquent, l'Arabie saoudite a d'énormes opportunités. Vous avez dit quelque chose de très intéressant qui m'incite à réagir. Vous avez souligné que la politique américaine travaille inlassablement en vue de stabiliser les choses, et cela correspond à la vision de l'Arabie saoudite. Vous êtes un professionnel du renseignement. La plupart des gens de la région croient que les États-Unis savent tout ce qui s'y passe ou va arriver. Nous avons adopté une vision proactive pendant des années concernant la région et tout ce qui s'y déroulait avait déjà plus ou moins fait l'objet d'anticipation. Mais vous avez aussi précisé que si nous essayons de garder les choses sous notre contrôle, ce n'est pas toujours le cas. Alors pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Comment voyez-vous les choses en tant que responsable du renseignement américain? Vous avez évoqué plusieurs points assez importants. Tout d'abord, j'aimerais bien que nous soyons comme des magiciens. Nous pouvons façonner les événements, mais la communauté du renseignement américain suscite des attentes et peut tomber bien sûr dans l'erreur, car le rôle du renseignement est de développer une évaluation des situations et faire des scénarios. Et si quelque chose se produit, quels en seront les effets? Cela constitue un défi, mais ce n'est pas le rôle du renseignement de faire des prédictions sur ce qui va se passer. Mais parfois, les renseignements américains ont un précédent qui permet aux décideurs politiques d'imaginer ce qui va se passer. Mais à d'autres moments,
les renseignements font une erreur. D'ailleurs, le meilleur exemple de cela n'était pas au Moyen-Orient, mais lors de la prédiction de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il est important de rappeler que les Américains ont prédit l'invasion russe, mais les services de renseignement américains et le département d'État n'ont pas orchestré cette invasion. Nous ne sommes pas derrière l'invasion russe, tout comme nous n'avons pas été derrière la chute du Shah d'Iran. Nous avons d'ailleurs été surpris. C'est vrai à 100%. Nous ne sommes derrière aucun des événements précédents, que ce soit les attentats terroristes du 11 septembre ou d'autres, en particulier au Moyen-Orient. Permettez-moi de vous donner un exemple. Si les États-Unis étaient à l'origine des élections en Turquie, Erdogan n'aurait pas remporté ces élections. Malheureusement, le temps nous est compté. Ce fut une discussion très instructive sur le regard porté par les États-Unis sur ce sommet arabe de Jeddah. Nous en sommes sortis avec quelques conclusions. D'abord, l'Arabie saoudite joue un rôle influent que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Deuxièmement, les Saoudiens se concentrent aujourd'hui sur les questions internes. Enfin, ils ont le désir de calmer le jeu dans la région, mais c'est encore loin d'être gagné. À mon avis, sur le court terme, nous observons peut-être une apparente accalmie, mais cela ne durera pas. Je tiens à remercier notre chroniqueur Georges Lindrit. Je remercie également notre invité Jonathan Panikov. Merci à vous pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.